il me revient maintenant, en quelques mots, de nous aider à entrer dans la connaissance de ce saint. Un certain nombre d'entre vous ont déjà une familiarité avec saint François de Sales. Nous sommes dans les lieux de son enfance, de ses origines, et puis le lieu où il a exercé ensuite son ministère épiscopal. Et donc ce matin, évoquer les origines, la naissance, la formation de saint François de Sales. Donc nous sommes au XVIe siècle, les années 1500, il est né en 1567. 1567, le 21 août de cette année-là. Et tout d'abord, où et à quelle époque, juste par rapport à nos repères historiques, que diriez-vous sur le XVIe siècle, comme ça, la première chose, pour vous en France, qu'est-ce qui se passe? Marignan. Alors, Marignan, très bien, mais ça c'était le début. Alors, il y a le Concile de Trente, la Renaissance, les guerres de religion. Voilà, merci. C'est une époque, effectivement, où la dimension religieuse, vous avez cité des événements religieux, est très forte. Ça, c'est un point qu'il faut se mettre en tête. L'ordre social de ce monde-là ne se conçoit pas indépendamment de la religion. Par contre, en ce siècle-là, d'une façon radicale, beaucoup ont entrepris très sérieusement de concevoir l'ordre religieux, au sens chrétien, indépendamment de l'Église. Entendez, l'Église catholique romaine. Et donc ce sont les protestants. Et à cette époque-là, on se définissait pour ou contre cela. Et ça, c'est un point qui va marquer, dans l'origine de saint François, toute sa vie. Il naît en Savoie, et la Savoie, ce n'est pas la France. C'est un duché, et le duc de Savoie est à Turin. Alors évidemment, on est entre la France et l'Italie, qui n'est pas l'Italie non plus. On est dans cette Europe où il y a eu des guerres, de nombreuses guerres, et notamment entre la France et Charles Quint. Charles Quint, il ne règne plus à cette époque-là, mais à l'occasion de ces combats, donc Charles Quint c'est l'Espagne, mais c'est aussi une partie d'Italie et les Pays-Bas. Et dans cette manière de se tenir pour ou contre le catholicisme, Charles Quint puis son successeur, et là on est à l'époque de Philippe d'Espagne, on est amis avec le pape et on défend un catholicisme romain. Et que le roi de France, c'est pas tout à fait ça. Le roi de France, c'est la France. C'est autre chose. Mais à la base, en principe, le roi de France est catholique. Donc, la famille dans laquelle naît François, la famille de Sales, ce sont des serviteurs du duc de Savoie, lequel, qui s'appelle Emmanuel Philibert, est en train de refaire petit à petit l'unité de son pays en se définissant comme catholique du côté des Romains. Et donc, en principe, le roi d'Espagne, mais depuis la paix entre la France et l'Espagne, Cateau-Cambrésis en 1559, il y a eu de nouveaux liens, où les liens entre la France et la Savoie se sont renouvelés. Et donc le père de Philippe est plutôt du côté français de ces liens. Et il a vécu, le père de Philippe, c'est le père de François de Sales. Le père de François de Sales, je prie de l'excuser. Il a passé sa jeunesse à la cour de France. Donc c'est un homme qui a en lui l'esprit français aussi, qui va marquer saint François. C'est un homme de 45 ans, le père de Philippe, au moment où son premier fils, son fils aîné, voit le jour, et sa femme en a 15. Voilà. Donc, le mariage est tout récent, évidemment, enfin il a longtemps vécu, voilà, en soldat d'abord. Cet homme-là est catholique
voilà, d'une façon assez ferme, sans dévotion particulière, mais il n'a pas du tout viré au protestantisme, alors que le protestantisme a marqué le duché de Savoie, et en particulier, en fait, toute la partie de Genève, hop, elle est partie du côté du protestantisme de façon radicale, au point que Genève, c'est la Rome des protestants, si vous voulez. Et Genève, c'est l'évêché, en principe, du diocèse ici. Or, l'évêque de Genève, en fait, il est obligé de vivre à Annecy. Voilà. Mais alors, le père de saint François de Sales, lui, dit, moi, je ne vais pas épouser une religion qui a 12 ans de moins que moi. Je fais confiance à mes pères. Donc voilà, c'est un homme qui est catholique comme ça, et sa femme, elle est vraiment pieuse. Et du coup, dans l'éducation chrétienne de François, il y aura le catholicisme certainement, et aussi quelque chose de doux, de fort, qui est dès les origines. Fort et fragile à la fois, fort et sensible. C'est un enfant d'une grande sensibilité. Alors il faut que je vous précise que le jour de sa naissance, c'était 2 mois avant terme. C'est un petit détail, mais ça compte. Aujourd'hui encore, on fait grand cas des enfants nés avant terme. C'est presque un exploit de les garder en vie à une époque pareille. Il a été ondoyé immédiatement par rapport à son baptême. Voilà. Donc la vie du Christ lui a été donnée en péril de mort, si j'ose dire. Et les rites complémentaires du baptême ont eu lieu une bonne semaine après. Voilà, dans les origines de François, un rapport vital avec le Christ, comme pour nous dans notre baptême, mais qui s'est inscrit de cette façon-là dans son parcours, alors même qu'il n'en avait pas conscience. Donc il a grandi d'abord au château où étaient son père et sa mère, à Torrent. Alors ce château, on ne le verra pas parce qu'il a été détruit au XVIIe siècle. Et très rapidement, son père pense que pour apprendre, il fallait qu'il fasse autre chose qu'apprendre à lire et à écrire, évidemment, et que pour sa formation, il ne fallait pas qu'il soit à la maison, pas trop près de sa mère. Et donc, dès l'âge de 6 ans, en 1573, à l'automne, il arrive avec un de ses cousins, Louis, ici, à La Roche-sur-Foron, pour commencer ses études primaires. C'est marrant parce que quand on est arrivé à La Roche-sur-Foron, on a vu une grosse école primaire, c'était pas celle-là. Dans toutes ces études, qu'il fera donc toujours ailleurs qu'à la maison, que chez ses parents, il y aura toujours un précepteur avec lui. Voilà. Quelqu'un qui est délégué par les parents pour l'accompagner. Alors, je pense que c'est pas encore lui à ce moment-là, mais dès qu'il ira ensuite à Paris, il y a un certain monsieur Déage, qui est un homme extrêmement strict, très sévère, qui a toujours traité François comme ça. Et François s'est toujours laissé faire, même s'il avait une grande liberté intérieure vis-à-vis de cet homme, il le profondément. Et donc il y a toujours une sorte de tutelle proche de François dans ses études. Donc 2 années à La Roche-sur-Foron, et puis après, il va à Annecy, dans un collège, donc il fait son collège, au collège qu'on appelle Chapuisien. Il y a appris là un français qui était à l'époque en pleine période de florissement. C'est au XVIe siècle que le français est devenu la langue officielle au plan administratif. Et puis aussi qui commençait à servir d'une façon habituelle, pastoralement, dans les prédications, les écrits, etc. Et donc, c'est dans ce beau français, mais un français pas compris d'une façon, pédante, que François a fait les premiers pas dans la culture. Il a reçu la confirmation et fait sa première communion à Annecy à l'âge de 10 ans, c'était en 1577, et puis l'année d'après, il a demandé à recevoir la tonsure. Donc à cette époque-là, on pouvait avoir un statut clérical très jeune, la marque en était la tonsure. Son père a laissé faire parce qu'il pensait que c'était une idée d'enfant qui devait lui passer. Évidemment, être le fils aîné d'une famille noble avec des responsabilités aux yeux des parents, et spécialement de son père, donc je vous rappelle, à 45 ans de plus que lui,
c'était quelque chose d'assez important qui lui pesait sur les épaules. Donc évidemment, son père ne le voyait pas spécialement du côté clérical, mais il laisse faire. Pour prolonger ses études, il va finalement se rendre à Paris avec son précepteur et il va entrer dans un collège qui est celui des Jésuites, fondé en 1560, le collège de Clairvaux. Donc, Paris, à cette époque, il arrive en 1578, il y a eu la Saint-Barthélemy 6 ans plus tôt. C'est le roi Henri III. Donc on est dans un mélange de tensions. Les guerres de religion en France, en raison des éléments que j'ai évoqués plus tôt, c'est des guerres en fait dont l'enjeu est politique. Le prétexte est religieux, mais l'enjeu est politique. Et donc les gens, en fait, sont les uns contre les autres d'une façon violente. Et il y a plusieurs partis. Il y a les Huguenots à proprement parler. Il y a des catholiques qui se passeraient bien du pape. Et puis il y a des catholiques qui disent, ben, le catholique c'est le pape. Et les jésuites sont de ce côté-là. Donc le collège de Clermont, c'est un lieu où on apprend un catholicisme qui est aussi celui d'un parti, de la Ligue, alors qui est parfaitement orthodoxe du point de vue de la foi, des conceptions, mais qui est allié à une vision politique qui peut s'exprimer aussi dans la violence. Dans ce contexte-là, François va garder une ligne intérieure qui est celle de la foi chrétienne, vécue purement, mais enfin, les idées par derrière, c'est celle-là. Et c'est assez important de voir que dans son chemin, le choix de la douceur, le choix de la paix, c'est pas forcément la pente naturelle de son environnement. Dans ce collège de Clermont, il va poursuivre et faire aussi son lycée. Alors c'est un cycle d'études qui comporte toutes les humanités, le grec, le latin, et puis tous les arts de noblesse. Il faut savoir monter à cheval, se battre à l'épée, danser. Élève doué, appliqué en tout, et très pieux. Ça c'est un point important. François prend la foi au sérieux, et au point que son environnement, qui n'est pas moralement toujours très recommandable, fait que dans son adolescence, il a un premier moment de crise spirituelle. C'est en 1585, il a 18 ans, et il connaît aux alentours de Noël 6 semaines d'une crise mystique intense. Il se croit prédestiné à l'enfer. Donc cette question de la prédestination, c'est-à-dire où est-ce que Dieu a choisi que je sois, était vraiment derrière les réflexions théologiques du temps et occupait les esprits, alors spécialement celui de François. Et la notion de la prédestination, elle était vue d'une façon extrêmement raide et rigide par des gens comme les calvinistes. La notion catholique, elle laisse sa part entière à la liberté humaine, vous savez, mais François, à ce moment-là, est complètement traversé par une véritable angoisse. Et il en sort par le haut, par un acte de foi, en disant à Dieu, bah, écoutez, peut-être que vous avez décidé que j'aille en enfer, mais au moins je vous aimerai en cette vie. Voilà. C'est énorme, en fait, comme acte spirituel, comme liberté personnelle. Il a fini ses études à Paris et retourne à l'âge de 21 ans chez ses parents, mais il n'y reste pas longtemps. En 1588, il part pour se spécialiser en droit dans l'université où il faut aller pour cela, et c'est Padoue, donc dans la région proche de Venise en Italie. 1588, il va étudier 3 années là-bas, jusqu'en 91. Et il ne fait pas que des études de droit, alors c'est des études de droit dans le domaine civil et dans le domaine religieux. Il choisit un directeur spirituel, un jésuite, le père Antoine Posevin, qui sait s'y prendre, et puis, donc en dehors des cours, il étudie assidûment la théologie, et il suit aussi certains cours de théologie. Et on a retrouvé des cahiers remplis
de notes de lecture et de réflexion personnelle, toujours avec un intérêt particulier sur la question de la grâce, du libre arbitre et de la prédestination. Et à nouveau, cette réflexion, alors là on est sur un chemin plus profond, théologique et nourri théologiquement, l'amène à un second moment de crise intérieure, toujours aux alentours de Noël. Mais là, on est à Noël 1590, il a 23 ans. Et en fait, il ne comprend pas bien les choses qui sont dans saint Thomas d'Aquin, ou plutôt des commentaires de saint Thomas d'Aquin. Et en fait, sa tentation, c'est d'avoir une position pessimiste, à nouveau, sur la prédestination. Et quelque chose qui, en fait, ne permet pas de voir complètement la liberté humaine. Là encore, cette nouvelle crise est surmontée. Il adopte une position résolument optimiste qui sera un point d'ancrage profond, parce qu'il y avait là quelque chose de vital pour lui, au point qu'il est tombé malade après cette crise. Il a reçu l'extrême onction qu'on a pensé qu'il y passerait au mois de janvier 91. Mais tout son enseignement, toute sa pensée se sont appuyés sur des moments qui sont, comme vous le voyez, dans sa jeunesse. Ses études finies, il fait un petit voyage en Italie avec son précepteur et il se rend en particulier à Notre-Dame de Lorette. Et son précepteur, qui est franchement pas un poète, ce jour-là, il le voit en prière d'une telle façon qu'il dit « c'est un saint ». Voilà. Ce garçon-là, c'est un saint. Et il en était persuadé, M. Déage. Mais il a continué à le traiter d'une façon extrêmement rêche. Mais bon. Alors, depuis Lorette, ils ont le projet de se rendre à Rome. Sauf qu'à l'époque, les routes n'étaient pas sûres et il y avait une recrudescence des brigands. Et du coup, les montures coûtent trop cher parce que les passeurs disent on ne va pas passer la montagne pour aller à Rome, ou alors vous payez tant pour les mules. Du coup, M. Déage dit on ne va pas à Rome. Et il retourne dans le nord de l'Italie, et puis finalement chez les parents de François. Et c'est comme ça que saint François de Sales n'a jamais rencontré saint Philippe Néri, puisqu'on était à un moment où il aurait forcément, si j'ose dire, rendu visite à notre saint s'il était allé à Rome. Philippe avait encore 4 ans à vivre à ce moment-là. Il est mort en 1595. Le voilà donc revenu en Savoie, il a 25 ans, on est en 92, et là, long et difficile travail pour faire émerger ce qui au fond est son intention profonde, devenir prêtre. Donc ça c'est vis-à-vis de son père, qu'il va devoir affronter. Il va devoir affronter les larmes de son père. Il va devoir aussi faire en sorte de se détourner d'une perspective de mariage tout à fait honorable et le faire sans blesser la demoiselle, ce qu'il parvient à faire. Et ça c'est étonnant en fait, parce qu'il sait au fond de lui où il doit aller, mais pèse sur lui à ce moment, sur ses épaules, tout ce qu'on attend du fils aîné. Et d'une façon aussi honorable que possible humainement. Mais il va parvenir à prendre le chemin du sacerdoce, ce qui signifiait pour l'époque avoir un bénéfice ecclésiastique. Et il se trouve que le rôle de doyen du chapitre de Genève, c'est-à-dire chapitre exilé à Annecy, se trouve libre, et qui va postuler pour cela et l'obtenir. Donc il va devenir d'abord doyen du chapitre de Genève, donc responsable des chanoines, avant d'être ordonné. Il reçoit le sacrement de l'ordre diaconal le 18 septembre et sacerdoce le 18 décembre 1593. C'est alors qu'il prononce devant le chapitre un sermon, enfin pas un sermon, un discours célèbre que vous avez intégralement, je crois, dans votre livret. Il s'agit pour lui de reconquérir Genève, on en parlera demain.